Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech de la semaine. Et l'actualité cette semaine, eh bien, c'était le web 2013 à Paris, avec une question, à quoi ressemblera notre vie numérique dans 10 ans ? À quoi ressemblera la voiture aussi du futur? On l'a visité et vous verrez, c'est assez étonnant. Et puis nous poursuivons notre sélection des cadeaux high-tech de Noël, avec aujourd'hui les objets connectés. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Est-ce qu'il y aura toujours Twitter, Facebook par exemple? Ou est-ce que dans 10 ans on rigolera en imaginant Twitter et Facebook, en repensant à Twitter et Facebook? Je suis pas sûr, je pense que Facebook est pas mal implanté quand même. Surtout Zuckerberg a une capacité à racheter tout ce qui bouge ou essayer de le racheter. On l'a vu avec Snapchat qui n'a pas été racheté 3 milliards, mais dès que Zuckerberg voit une nouvelle tendance, un nouveau service émerger, il essaie de le racheter. Oui, mais parlons de MySpace. MySpace, il y a 5 ans, 6 ans, c'était le réseau social incontournable. Maintenant, plus personne ne va voir MySpace. Oui, sauf que MySpace n'a jamais été au niveau de Facebook quand même. C'était celui qui avait le plus de buzz à l'époque. Mais là, on a 1 milliard d'utilisateurs qui s'en servent tous les jours. Donc c'est vraiment assez différent. Non, je pense que les révolutions qu'on va voir, c'est les applications mobiles qui tournent comme Uber, justement. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune friction. C'est-à-dire qu'on ne veut plus téléphoner, passer du temps, perdre du temps, chercher quelque chose. Là, vous voulez une voiture, vous tapez, là c'est fait. Voilà. Je pense que la montre a peut-être finalement pas un grand futur. Qu'est-ce que c'est la montre? C'est la définition ultime du luxe. C'est essentiellement un produit qui coûte très cher, qui n'est jamais à l'heure, par définition, qui embarrasse un poignet. Et pourtant, vous et moi, tout le monde, à part François, ont une montre. Alors même qu'ils n'en ont pas besoin, puisque par définition, vu le taux de pénétration des téléphones intelligents, tout le monde a aujourd'hui l'heure. C'est un bijou. Donc je pense que c'est la définition d'un bijou. Voilà, c'est un produit dit aspirationnel, où on met un peu d'émotion et peut-être aussi de statut ou de présence. Donc ce que je crois, c'est qu'il y aura un marché de la montre. On l'a vu, il a commencé. Mais fondamentalement, le hub du futur reste, et je le parle sans ma casquette Apple, parce que je vois déjà sur vos visages vos remarques. On allait vous poser la question. Je pense que le vrai hub, le vrai centre nerveux de cette vie numérique demain sera encore et toujours plus que jamais le smartphone, le téléphone intelligent. Les objets connectés, pour moi, c'était une histoire d'il y a 10 ans. Maintenant, elle a fait son chemin. Et je pense qu'on est passé à la phase d'après, qui est celle d'avoir des objets non seulement connectés, ce qui est la moindre des choses, mais d'avoir des objets intelligents. Et donc, la phase dans laquelle nous sommes rentrés chez Sen, c'est faire des capteurs qui viennent se fondre dans la vie de tous les jours des gens et qui la rendent de plus en plus intelligente, agréable, utile, saine. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'objets connectés intelligents? C'est quoi pour vous? La plupart des objets connectés qu'on voit aujourd'hui sont soit des télécommandes, soit des perroquets. Et là, je ne vise personne. C'est-à-dire des... Henri Seydoux? Non, ça n'a rien à voir avec Henri Seydoux. Mais ça n'a rien à voir avec Parrot. Ça n'a rien à voir avec Parrot. C'est soit des objets qu'on peut télécommander, c'est-à-dire je décide, j'appuie sur un bouton et la lumière s'allume, ou bien c'est des objets qui mesurent quelque chose quelque part et me le répètent sur mon iPhone en disant il fait 27 degrés, il fait 27 degrés, et l'oublie tout de suite et qui n'en tire aucun enseignement utile. Mais on pense que si on va vivre dans un environnement dans lequel il y a de plus en plus d'objets connectés, on ne pourra pas vivre avec plein de perroquets, plein d'objets qui vont nous dire il se passe ceci, il se passe ceci. On va avoir besoin d'objets intelligents. Par exemple, je ne veux pas que ma porte me dise chaque fois qu'elle s'ouvre je me suis ouverte, je me suis ouverte, je me suis ouverte. J'ai envie que ma porte me dise je ne me suis pas ouverte alors qu'à cette heure-ci, habituellement, je m'ouvre. Ou bien, tiens, je me suis ouverte alors qu'habituellement, à cette heure-ci, je ne m'ouvre pas. Et le reste du temps, elle ne me parle pas et elle ne me dit rien. C'est ça un objet intelligent. Donc avec les mêmes capteurs, les mêmes objets, etc., on peut faire soit des portes intelligentes, soit on peut faire des portes cons. Bon, le design est discutable, mais on est plutôt pas mal dans cette voiture du futur. Hein? Tout confort, grand écran, clavier d'ordinateur. Voilà, écran tactile, on va vous le montrer tout à l'heure, c'est énorme. Formidable. Voilà. Bon, alors on est avec Luc Barthélémy qui représente la société AK. Alors finalement, ce concept de voiture, c'est un peu la Google Car à la française?
Un petit peu, oui. Alors on a des technologies qui sont relativement proches. Par contre, on a essayé en termes de capteurs de prendre des choses qui sont dans un univers économique un peu plus réaliste, avec diminuer le prix des capteurs. Et puis au-delà de ce que fait Google, nous on a essayé de penser l'usage du véhicule, de penser l'intérieur, d'avoir de la connectivité, d'avoir des écrans, de pouvoir partager des contenus, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire à l'intérieur du véhicule. Bon, concrètement, on est dans 10 ans. Voilà, admettons que dans 10 ans, cette voiture puisse... 20 ans. Dans 20 ans. Allez, dans 20 ans, on sera encore là, je l'espère, pour voir ça. Comment ça va se passer? Je rentre dans cette voiture, je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Je lui parle à cette voiture. Elle va savoir que je vais rentrer chez moi. Comment ça va marcher? On a plusieurs niveaux d'automatisation et effectivement plusieurs idées dans notre prospective. Aujourd'hui, l'idée c'est que soit vous programmez, soit effectivement, si elle vous identifie, elle va vous proposer en fait de vous ramener chez vous. Pour qu'elle puisse rouler, il faut que soit elle, soit quelqu'un d'autre ait déjà fait ce trajet. Donc évidemment, comme c'est une véhicule connecté, c'est pas très grave. Dès que vous avez donné votre destination, il va télécharger la carte la plus à jour. Et à partir de cette carte à jour, il va être capable de vous conduire en mode tout automatique. Et en fait, chaque voiture va partager son itinéraire. C'est un peu comme du peer-to-peer en quelque sorte. L'idée pour nous, c'est que les cartes doivent être le plus à jour possible. À partir du moment où le véhicule, la conduite du véhicule se fait par la carte, il faut que la carte soit modifiée dès qu'il y a une modification dans la ville. Donc on partage ces cartes, elles sont mises à jour de manière continue et grâce à la connectivité, je récupère la dernière carte, je fais mon trajet et pendant que je roule, je renvoie ma carte s'il y a eu des mises à jour. Alors en termes de navigation pure, de circulation, comment fait-elle pour éviter les autres voitures, pour s'arrêter au feu, respecter la signalisation, etc. Alors tout ce qui est perception de l'environnement, on n'a pas voulu faire ça par traitement d'image pour les feux rouges, mais plutôt par de la communication comme on a aujourd'hui au télépéage, donc de la radio qui dit le feu est vert ou le feu est rouge. Pourquoi? Parce que un traitement d'image pour détecter si un feu est rouge ou vert, ça marche jamais à 100%. Et là, on parle d'un véhicule qui doit traverser une intersection. Ah oui, mais ça veut dire qu'en fait, donc, les feux rouges doivent être connectés. Ils envoient un signal radio. Aujourd'hui, on a des émetteurs radio. Ça, c'est pas gagné, il faudrait équiper tous les feux rouges. Oui, mais on a des protocoles qui existent aujourd'hui, on a déjà des projets, et puis il faudra équiper. Au début, ce sera sur la ville, et puis après, ça va s'étendre. Mais c'est le seul moyen de garantir réellement à 100% la sécurité. Et aujourd'hui, pour gagner une course en solitaire comme le Vendée Globe, savez-vous ce qu'il faut? Eh bien, il faut être jeune, beau, sportif, enfin un bon navigateur. Il faut un bon bateau, mais il faut aussi beaucoup de techno, François. Voilà, et puis en plus, si on est navigateur et ingénieur, c'est encore mieux. C'est le cas de François Gabard qui a remporté le Vendée Globe l'année dernière. Il nous explique justement tout de suite les besoins qu'il a en matière de high-tech sur son bateau. L'intérieur d'un bateau de course au large, c'est un condensé de technique et de technologie. Là, vous êtes à bord de massif. Là, on est à ce qu'on appelait autrefois à bord d'un bateau la table à cartes. On appelle toujours ça la table à cartes, mais c'est vrai que c'est plus un commande de pilotage, j'ai envie de dire, avec... là, il y a un ordinateur, il y a donc le radar, les instruments de navigation, les téléphones satellites. Voilà, on est sur beaucoup de haute technologie et qui nous permettent d'aller toujours un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. C'est vraiment l'enjeu. Enfin, nous, on est là pour faire de la performance. Et on a une assistance, j'ai envie de dire, par la technologie qui nous permet de piloter les bateaux qu'on a actuellement. Pour donner un exemple, c'est vrai qu'on voit l'ordinateur du bord. Il faut bien comprendre que toute la stratégie météo se passe ici, à bord de Massif. Donc toute la stratégie se fait à bord du bateau. Il n'y a pas de routage à terre. On reçoit des données météo qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus précises. Et nous, nos optimisations de route qu'on peut faire à bord du bateau, on a besoin d'ordinateurs qui vont de plus en plus vite et qui consomment, on leur demande de consommer de moins en moins. Quand je suis tout seul à bord du bateau et que je suis là à faire la météo, pendant ce temps, le bateau, il faut qu'il continue à avancer. Donc on a un pilote automatique. C'est vraiment une intelligence, quelque part, parce qu'il intègre énormément de paramètres. Tout ce qui est mesuré à bord du bateau, donc le vent, le cap, même les mouvements en dynamique du bateau sont mesurés, analysés pour être capable de donner une réponse à la barre la plus précise possible pour tenir la consigne, c'est-à-dire d'aller à un cap donné ou à un angle par rapport au vent donné le plus vite possible. Ça remplace quelque part l'instinct, le feeling que peut avoir un marin pour barrer un bateau. Aujourd'hui, on confie cette tâche quelque part à une machine, donc c'est vraiment important.
Et pour débuter, une montre. Eh Une oui. montre connectée, c'est à la mode. Pas mal de constructeurs s'y mettent. Samsung, Sony, eh bien ce ne sont pas eux qu'on a sélectionnés. Et non. En fait, tout est parti d'un projet Kickstarter pour cette Pebble Smartwatch. Elle nous a bien plu, la Pebble Smartwatch. Elle est un petit peu atypique, en fait, hein, parce qu'elle en fait moins que les autres, paradoxalement. Mais elle le fait mieux. Elle le fait mieux, exactement. Eh Alors, oui. elle n'a pas la couleur, elle ne permet pas de prendre des appels, mais elle vibre au poignet dès que vous recevez un coup de fil ou un petit message. Elle a une autonomie excellente. Et hein. ça compte pour ce genre de joujou. Voilà, puisque en fait l'affichage est assez rudimentaire. Vous avez malgré tout une semaine d'autonomie, ce qui est pratique. Eh oui. Elle est plutôt élégante, elle résiste aux éclaboussures. Et elle donne l'heure. Et elle donne même l'heure sans qu'on ait besoin d'appuyer sur un bouton. Elle est compatible Android et iPhone. Voilà, et elle sera sous votre sapin pour la modique somme de 170 €. Évidemment, on n'allait pas oublier les jouets. Alors, les jouets connectés, eh bien, celui qui nous a bien plu cette année, c'est cette boule, la boule Sphero. Voilà, une boule un peu faux-folle. Ouais. C'est même la Sphero 2, c'est la boule robotique. Et oui, c'est une boule télécommandée. Vous voyez, elle roule toute seule et on la télécommande à l'aide du smartphone, hein, vous l'avez remarqué. iPhone ou Android. C'est véritablement aujourd'hui eh bien, le smartphone, l'outil qui va vous permettre de commander tous ces objets connectés. Alors c'est amusant parce qu'on peut donc la diriger dans tous les sens, la faire sauter, la faire rebondir et puis même la faire changer de couleur. Et oui, c'est vrai. Donc c'est super utile, hein, on Oui, le voit. ah bah, c'est C'est capital. vraiment le truc Il faut incontournable. absolument avoir ça au bureau, par exemple. Bon, hein. c'est amusant. On peut faire des épreuves, des compétitions. On peut se mesurer à d'autres possesseurs de Sphero via Internet. Si vous avez tout l'après-midi, là, c'est bien. Voilà, c'est sympa, c'est amusant. Ça coûte environ une centaine d'euros. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos, notamment le Grand Talk, partie 1 et partie 2 sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. Et puis, événement mercredi soir prochain sur la chaîne Techno 01net. En live, vous pourrez poser toutes vos questions au patron d'Orange, Stéphane Richard. Ce sera notre Grand Talk en direct. Et oui, donc encore une grande semaine high-tech qui se prépare. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. On se retrouve évidemment samedi. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.